The return of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Here we go. He did it. Bonjour à tous, Hype deuxième de cette saison. On va se préparer puisque la saison NBA va bientôt reprendre. Ça va être autour du 24-25 octobre, donc c'est dans quelques jours. On va se faire une petite preview de la conférence Est, bien sûr parler des Français également, puisqu'il y en a quelques-uns qui seront concernés. Et pour cette émission, toujours aussi hype, en direct d'ailleurs sur Twitch, et merci pour ceux qui sont présents, on va accueillir Paul, qui est toujours là, aussi toujours présent là. pour nous. Comment vas-tu? Toujours présent, ça va très bien, surtout avec cette saison qui arrive à grands pas, là, on a hâte que ça commence. Les Français aussi seront bien représentés dans cette conférence Est, on a hâte de les voir, et on va accueillir un nouveau visage dans Hype. Habituez-vous à cette tête de jeune homme encore, c'est Rudy, Rudy Laporal qui est là avec nous. Salut Rudy. Bonjour à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Merci d'être là, surtout de prendre de ton temps. On a beaucoup de discussions en off, on peut le dire à ceux qui suivent le programme maintenant depuis quelques temps. On parle beaucoup NBA ensemble. Tu as eu un business autour de la NBA à travers les jerseys, à travers aussi tout ce qui est chaussures, dans le vintage. Donc on se remémore pas mal de discussions ensemble. Merci d'avoir pris le temps pour parler de l'actualité de la NBA. Et merci à toi de m'accueillir. Pas de souci. On se fait le programme, j'ai dit un petit peu en préambule, on va essayer de faire ça bien. On va parler bien sûr que de la conférence Est cette semaine, on fera un bilan ensuite, en tout cas une preview de la conférence Ouest avec Wemby. Ne vous inquiétez pas, on va en parler correctement. On va déjà présenter un petit peu les gros transferts de la conférence Est. Ensuite, on aura une discussion sur Bucks, Celtics ou éventuellement d'autres équipes pour se positionner dans la course au playoff. Il va falloir se mouiller, messieurs. Oh oui. Et puis, on discutera in fine des Français, savoir si un Français peut se glisser dans la course pour, pourquoi pas, prétendre à un titre NBA, le cas Evan Fournier aussi. Voilà, il y a plein de choses à se raconter. Bilal qui arrive du côté de Washington avec un statut de numéro 7 de la draft. Beaucoup de choses à dire. On se lance, on y va. On va demander en régie déjà de nous positionner un petit peu sur les transferts de l'été quand on parle de conférence Est. On s'est fait un petit tableau. Voilà, il s'affiche. On en a noté 5. Donc sur Twitch, nous tuez pas tout de suite, on ne pouvait pas parler de tout le monde. Donc on a voilà, dans la rédac essayé de synthétiser un petit peu. Damien Lillard, donc vous êtes au courant, ça s'est fait très récemment, qui arrive du côté des Bucks. Drew Holiday qui part des Bucks et qui arrive donc du côté des Celtics. On a mis Jordan Poole. Donc ça, vous étiez un petit peu au courant, le départ des Warriors pour arriver à Washington. On a Joe Harris également, qui part des Nets pour arriver à Détroit. Et le dernier, c'est Porzingis. Et non des moindres, la licorne Porzingis, l'une des licornes de la NBA, qui donc arrive du côté des Celtics. On tease un peu, les Celtics, je pense qu'on va en parler beaucoup tout à l'heure dans notre débat. Juste une petite réaction avec toi déjà, Paul. Quand tu vois ces noms, c'est très très hype. Est-ce que tu penses que déjà quand on voit un Porzingis, quand on voit peut-être un Damien Lillard, ça change la face de la conférence Est par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier? Surtout pour les deux principaux favoris qu'on va évoquer plus longuement après, mais c'est une vraie course à l'armement qui s'est déroulée cette semaine en quelques jours, quoi. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment quand même deux franchises au-dessus du lot désormais, Milwaukee et Boston, qui vont être les équipes à battre. Oui, ça va être compliqué d'aller chercher quand même ces deux équipes qui affichent clairement leurs ambitions. Rudy, sur l'alternance, on a coutume de dire, et vous nous dites si on dit des bêtises, que la conférence Ouest est quand même une conférence un peu très dense, voire ultra dense, avec les Warriors, avec maintenant Denver champion NBA, et que l'Est était peut-être un petit peu moins performante. Est-ce que là, avec l'arrivée de Damien Lillard, par exemple, on rééquilibre un peu les débats? Alors pour moi, les débats sont pas spécialement rééquilibrés, parce que pour moi, la conférence Est reste quand même une conférence en dessous. Okay. Parce que c'est vrai que la conférence Ouest est très dense. Par contre, au vu des différents trades justement de ces derniers jours, on peut sortir deux gros favoris, on l'a dit, et je pense que l'Ouest a vraiment des soucis à se faire face à ces deux franchises-là, qui est bien sûr les Celtics et les Bucks. Donc deux franchises qui peuvent rivaliser avec les meilleurs de l'Ouest selon toi. Exactement. Selon toi. Pour moi, oui. Bon, très bien. On va en discuter tout de suite. On lance notre débat hype de la semaine.
100% conférence Ouest, on l'a dit, on se répète, on présente juste pour ceux qui découvriraient encore comment doit fonctionner la NBA, 82 matchs de saison régulière et ensuite 6 qualifiés directs en play-off et ensuite un petit tour préliminaire qu'on appelle play-in pour accéder donc en play-off et donc il y a 2 tickets à aller chercher. Jusque-là, tout est clair. Ok, on y va. Pour discuter un peu de la conférence Est, on a essayé de répartir ces équipes en 3 catégories. Donc une catégorie play-in, je viens de le dire. Donc ceux qui aspirent à être en play-off, mais qui ne sont pas certains d'y être, parce que voilà, il y a de la compétitivité, les projets sont peut-être des projets en reconstruction. Ensuite, on a les outsiders et ce qu'on appelle nous les favoris. Voilà, donc 3 catégories. On a essayé de réfléchir un petit peu ensemble au classement. On va afficher déjà peut-être le classement de Paul et ensuite on en discutera. Donc pour Paul, les favoris, on va le prendre dans le sens inverse. Donc les surprises, Orlando, Indiana, Brooklyn, Toronto. Du côté des outsiders, Miami, Philadelphie, Cleveland, New York, Atlanta. Et les favoris, dans l'ordre, Milwaukee d'abord. Et les Bucks ensuite. Dans cet ordre précis. Très très important. Ah, oui. Enchaînons peut-être avec le classement de... Ça va être qui ça? Ça va être Rudy. Rudy surprise, donc Orlando, Indiana, Brooklyn, Toronto, outsider, New York, Miami, Atlanta, Chicago. Les favoris dans l'ordre, Milwaukee, Boston, Philadelphie, Cleveland, donc ça fait du monde et j'ai participé aussi à la réflexion. Messieurs, on va montrer le tableau de Sylvain. Si on peut le mettre en grand écran, parce que mes yeux ont un peu de mal aujourd'hui. Merci Lucien. Donc Orlando, en surprise, Brooklyn, Indiana, Toronto, outsider, Miami, Atlanta, New York, Chicago. Et les favoris, Boston dans l'ordre, Milwaukee, Philadelphie et Cleveland. Alors, je vais m'expliquer tout de suite parce que je suis déjà un petit peu en doute par rapport à mes choix. Donc, on va en parler, bien sûr, ensemble. On a les mêmes. Alors, si tu as des doutes... Mais non, mais bref, je vais argumenter. J'ai déjà mes niveaux de réponse. On commence par les surprises, messieurs? Allez, on y va. Les surprises pour toi, Paul. Alors, moi, j'ai mis surtout le Magic, je trouve, dans les surprises. On les voit bas. Ils ont fait une saison dernière. C'est une équipe très jeune, c'est en reconstruction. Mais je sens qu'ils peuvent franchir le palier dans le sillage des frères Wagner, et notamment donc, Mo Wagner qui a re-signé, qui est là pour les basses besognes, on va dire, et Franz Wagner qui a littéralement explosé aux yeux du monde lors du dernier mondial. Évidemment, Banchero. On va voir, est-ce qu'il peut jouer 5 comme il a fait avec Team USA? C'est un peu osé pour la NBA, j'en conviens, mais je pense qu'il y a vraiment... C'est un peu le gâcher, excuse-moi. Je trouverais que ce serait un peu le gâcher tant qu'il est capable d'être plus une sorte de grand Draymond Green dans l'esprit. Ouais. Mais alors après, ça sera, je pense, par séquence. Il l'avait déjà fait un peu Orlando. Je pense qu'il va rester évidemment 4. Mais voilà, c'est une équipe jeune qui est... Je trouve qu'en plus, ils ont recruté Joe Ingles, qui va ramener un peu d'expérience parmi ces jeunes. On va voir si Markelle Fultz peut enfin franchir le palier. Rester en bonne santé. En bonne santé, se trouver enfin un tir extérieur, ça va être très, ça peut être décisif pour eux, et donc je les sens bien, peut-être en fin de play-in, voire en play-off. Alors là, c'est très audacieux, mais voilà, j'assume. Bon, on voit les arrivées et les départs pour se situer un petit peu l'équipe du Magic, et on a vu passer aussi le 5 de départ, donc les joueurs qui seront les plus impactants. Il faut aussi surveiller bien sûr les joueurs du banc, parce qu'une saison, ça se compte aussi avec l'ensemble de l'effectif. Ok, donc on retient play-in, voire play-off pour le Magic. Ouais, c'est la grosse cote, play-off. Ouais, parce que ça part un peu de loin quand même. Mais je trouve que dans les choix qu'on a pu faire, que ce soit entre les surprises, les outsiders, pour moi, il y a vraiment un gap entre les deux favoris et les autres, et après, c'est moins marqué. Je trouve que les places vont être très chères, je pense, pour le play-in. Dites-nous sur Twitch si on dit des bêtises et si vous voulez alimenter aussi la discussion autour de... Je dis pas de bêtises ici. Jamais de bêtises autour des choix de Paul. On va écouter Rudy maintenant sur la catégorie surprise. On peut peut-être afficher d'ailleurs ses choix. Je suis tout à fait Paul sur le Orlando Magic. Pour moi aussi. Pour moi, c'est l'équipe à suivre. L'équipe surprise qui, ne paye pas de mine quand on regarde l'effectif, parce que c'est un effectif jeune. Mais qui a énormément de potentiel. Et ça va être leur deuxième saison ensemble. C'est un roster qui n'a pas énormément bougé, justement. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé. Donc je pense qu'ils ont de quoi performer et petit à petit, justement, trouver leur rythme de croisière. Et moi, je suis du même avec Paul. Je pense que
c'est limite play-off. Oh là là, messieurs. Limite play-off. Rendez-vous en mai. Voilà. Voilà. C'est l'enthousiasme de la reprise de la saison. Hein. Possible. L'effet mondial aussi, il faut L'effet faire mondial, attention à ça. effectivement, l'Allemagne est représentée par Wagner, notamment, ça a été très, très fort. Wagner Bros. Tout à fait. Ok, vous voulez les miens ou pas, rapidement? Éventuellement, oui. Je crois que les tiens seront un peu... C'est un peu similaire. c'est les mêmes. Est-ce que Lucien peut nous le réafficher? Il va le faire. Lucien. Moi, j'ai mis le Magic aussi. Alors, je ne les vois pas aller quand même chatouiller au-dessus. Au-dessus, il y a quand même Chicago, messieurs, voilà, dans la colonne outsider. Quand on dit qu'on va en playoff, c'est qu'il faut sortir quelqu'un de la colonne outsider. Et sortir Miami, etc., c'est compliqué. Atlanta, c'est meilleur que l'an dernier. On va en reparler. Mais pour moi, effectivement, le Magic doit être en playoff cette année pour valider la progression en fait, des joueurs. En tout cas, en play-in. En play-in sûr. Pour moi, en play-in sûr. En play-in sûr, mais en play-off derrière. Après, parce voilà. que gagner le play-in, pour Exactement. moi, valider une progression, ce serait bien sûr être en play-in et arracher une place. Et ça serait une belle progression par rapport à la saison dernière. Hein. Exactement, mais je ne les vois peut-être pas directement se qualifier. Donc après, on est là, on balance des choses comme ça, on verra bien comment la saison se passe, blessure ou pas, contre-performance. Qui aurait pu annoncer les Kings aussi fort l'an dernier? Tout à fait. Il y a toujours des surprises. Exactement. Voilà. C'est l'exemple peut-être L'exemple. à suivre hein, pour les Magic. Hein. Tout à fait. Allons sur la deuxième catégorie, les outsiders. Commence par toi, Paul. Tes choix et la justification de tes choix. Alors Miami, on est toujours obligé de les mettre en outsider malgré leur finale et c'est un peu les dindons de la farce de cette dernière semaine des transferts hein, parce que donc ils voulaient Jrue Holiday après avoir voulu Lillard, ils n'ont eu aucun des deux, ils ont quand même perdu quelques éléments d'importance comme Max Strus, Gabe Vincent, donc il y a le retour de Tyler Hero hein, qui a manqué la quasi-totalité des playoffs. Ouais. Évidemment, Jimmy, avec ses coupes de cheveux affriolantes, hein, Jimmy Butler. Ouais. Donc, il ne faut jamais enterrer le hit, la hit culture. Hein, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Donc, je pense qu'ils seront encore là, quoi qu'on en dise. Et attention, donc on parlait de l'effet mondial, Nikola Jovic, est-ce qu'il peut confirmer son mondial? Est-ce qu'il aura du temps de jeu, surtout? Le rookie Jaime Raquez aussi, également, à surveiller. Je pense que... Bam Adebayo aussi, qui doit prendre un peu le leadership pour représenter un peu la hit. Ça, je ne me fais pas de soucis pour Adebayo. J'ai plus de doutes pour Laurie, qui ne rajeunit pas. À la main, c'est un peu compliqué. Petite question, moi, sur le fait qu'on les mette qu'outsider. C'est une équipe quand même qui a prouvé depuis saison après saison sa capacité à bien se comporter en saison régulière et encore mieux en play-off. Pourquoi on n'arrive pas à les mettre plus haut, comme favoris par exemple? L'été a beaucoup joué, enfin en tout cas les transferts ont beaucoup joué parce que là ils se retrouvent un peu sur le carreau et là Hero ils l'ont proposé un peu partout. Dans quel état d'esprit va-t-il être aussi ça, il faut tenir compte de ça. Oui. Donc après ils savent que c'est qu'un business, hein, comme ils le répètent tout le temps. On rappelle que Hero était dans les rumeurs de transfert pour Damian Lillard, mais que les équipes ne voulaient pas de Tyler Hero, donc c'est un peu il en veut à Portland apparemment. Il a dit il a coché la date des matchs contre les Blazers pour leur montrer que voilà c'est quand même. Il pourrait en vouloir aussi à Miami qui le met dans des discussions de oui, mais après ils sont conscients de tout ça, comme je disais, c'est un business, ils le savent, comme Jrue Holiday qui faisait la sieste quand il était transféré, c'est un peu cavalier, sans jeu de mots. On reste avec toi encore un peu. On était sur Miami. Je crois qu'en dessous, si on peut nous réafficher, il y a du Cleveland, non? Peut-être? Alors moi, j'ai mis beaucoup d'outsiders parce que j'ai mis que deux favoris, hein, deux énormes favoris. Donc je mets les Sixers aussi. Oui, voilà. Donc Philadelphie en outsider. Bon, il y a l'affaire James Harden, j'imagine. Cleveland, New York et Atlanta. Alors Atlanta qui perd Collins, qui n'a pas énormément bougé. Est-ce que ça va enfin fonctionner? Des gens de Temore, Trae Young. Encore une fois, est-ce que Bogdanovic va continuer dans le sillon de son mondial? Est-ce qu'il peut continuer à rester très bon joueur, j'aime beaucoup, moi. Bogdanovic, ouais. Donc ils ont gardé Capella quand même. Enfin, c'est costaud, mais est-ce qu'ils peuvent aller voir plus haut? J'en suis pas certain. Après les Knicks, ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Il y a une réunion de Villanova avec encore un joueur de l'université qui arrive, c'est Dante DiVincenzo. Dante DiVincenzo en provenance des Warriors. Voilà, donc ça bouge pas beaucoup. Est-ce que Jalen Brunson peut franchir un palier? Bon, je reviens toujours au mondial, mais il fait un mondial quand même pas terrible, Jalen Brunson. Donc là, il va être quand même attendu au tournant, je trouve. Pas terrible? Bon, c'est un autre débat, mais on a senti les limites du joueur, quoi. On l'annonce leader au début de la compétition et au final, au début de la préparation. C'est Steve Kerr qui dit ça va être le leader de l'équipe. Et au final, c'est devenu Anthony Edwards après quelques matchs de préparation. C'est vrai. Il y a RJ Barrett qui fait un mondial pas mal, intéressant, mais moins bon que ses coéquipiers Shai Gilgeous-Alexander, Dylan Brooks. Donc je trouve qu'il est aussi attendu au tournoi. Il y a plein de questions autour de ces Knicks. Peut-être qu'ils sont encore revanchards et peut-être que pour les Knicks, c'est la meilleure position possible que d'être
Obligé de prouver. Outsider. Moi, je pense que c'est la meilleure position pour eux d'être outsider. Ils ont à confirmer leur saison passée. Voilà, ils ont atteint les playoffs. L'effectif n'a pas énormément bougé. Donc, Le même coach. Le même coach. Logiquement, ils doivent atteindre le même niveau. Donc oui, ils restent outsider même. Après, ils n'ont aucune visibilité sur le long terme. Hein. Pour moi, au pire, ils peuvent atteindre les demi, mais voilà, pas plus loin. Ok, pas plus loin. Ça marche. On parlera d'Evan Fournier. Hein. On n'a pas oublié que Evan Fournier était encore un joueur d'Enix. On va parler des Français en dernière partie de cette émission, donc on aura un point sur la situation d'Evan en espérant que ça aille mieux pour lui. On continue avec toi sur la dimension outsider, Rudy ? Moi, pour les outsiders, en dehors de les 2-3 équipes que tu viens de citer, je rajouterais Chicago. Ouais. Chicago Bulls, bien sûr. C'est pas parce que c'est mon équipe que je les rajoute, hein. Parce que je vous avoue que j'aimerais bien les mettre plus haut. Mais l'effectif n'a pas beaucoup changé non plus. On garde quand même lui Lavigne, du DeRozan, du Vucevic qui a fait un très gros mondial lui aussi. Voilà, moi ce qui me dérange dans l'équipe, c'est qu'ils ont tout. Pour moi, il manque encore un pivot, un vrai pivot défensif qui puisse vraiment s'imposer dans la raquette parce que. T'as Vucevic, mais tu veux un Vucevic, il est rarement dans la raquette. Hein. Il est plus un peu comme un Porzingis, il est plus allé aux extérieurs. Voilà. Donc Drummond, il fait pas, il n'est pas du tout du niveau qu'il a pu avoir à l'époque. Question, Rudy, tu observes les Bulls, on a compris que c'était une de tes équipes favoris. J'imagine Jordan n'est pas loin de tout ça. Tu les as sentis un peu taper dans le mur la saison dernière, parce que là tu dis que l'effectif n'a pas bougé. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de reproduire déjà ce qu'ils ont produit la saison dernière, ou est-ce que tu les vois être capables de progresser ? Est-ce que cette équipe a encore un peu de potentiel ? J'en finis parce que Vucevic dit c'est quand même un peu notre dernière saison, il va vraiment falloir qu'on prouve et qu'on montre quelque chose, quoi. Pour moi, là, tout tient sur Donovan, sur Billy Donovan. À un moment donné, si tu ne rajoutes pas un pivot, en tout cas les pièces manquantes, et que tu restes sur ton effectif actuel... Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas de pièces. Voilà, donc c'est à lui de faire en sorte que ces joueurs-là arrivent justement à jouer ensemble. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai du mal en tant qu'observateur de... Kobe White l'an dernier, c'était pas mal. Lavigne, c'était pas mal. DeRozan, moi, je l'ai trouvé pas mal. Mais c'est souvent Lavigne une fois... DeRozan le match suivant. C'est rare qu'ils jouent tous ensemble. Et pareil, Vucevic, souvent il est mis de côté. Donc il n'a pas non plus... Après, bien sûr, il n'y a qu'un seul ballon. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il est souvent la troisième option, alors que parfois... il pourrait être la première, voire la deuxième. NBA est devenu un jeu d'arrière. Et voilà. Donc, explique peut-être cela. Pour moi, je pense que Billy Donovan doit vraiment trouver un moyen de faire jouer sur tous les matchs Lavigne et DeRozan ensemble. Et voilà, que le ballon puisse être partagé et pas qu'il y en ait un qui mette. Tu les vois progresser par rapport à l'an dernier ? Je l'espère en tout cas. Ok, très bien. Un peu plus dans le doute, moi, mais on va observer ça. C'est un peu léger à la main, quand même, Chicago. Oui, Kobe White, je crois qu'il mène le jeu. Il a re-signé, mais... Puis Lonzo, la blessure de Lonzo, qu'on ne verra pas de la saison. On peut déjà l'annoncer avec une nouvelle opération, je crois, à l'été au genou, donc c'est compliqué pour la... C'est là où le bas blesse. Hein. Tant qu'il n'y aura pas Lonzo, c'est peut-être ça aussi le problème des Bulls. C'est le chaînon manquant, clairement. C'est ça. C'est comme un numéro 10 au foot, t'as pas ton meneur de jeu. Caruso, on a oublié quand même Alex Caruso, champion NBA avec les Lakers. Respect éternel. Exactement. Bon, on a fait le tour de cette catégorie. Juste un mot sur les Sixers quand même, qui sont un peu avec comme le bif Harden. Voilà, le bien Harden, que va-t-il faire ? Il est revenu à l'entraînement, il boude encore, il veut être transféré. C'est vraiment pas idéal pour commencer le camp d'entraînement, dans le Colorado d'ailleurs. Nick Nurse, le coach des Sixers, a dit qu'il avait déjà eu à gérer des situations similaires, ça lui fait pas peur. Hein. Non, mais je trouve que c'est bien, par contre, d'avoir remplacé Doc Rivers par Nick Nurse. Voilà, et lui, il avait aussi besoin de changement. Toronto, je pense qu'il a fait le tour. Voilà. Et non, les Sixers, faut voir ce que ça va donner. Je suis curieux parce qu'ils s'arrêtent tout le temps. Eux, leur plafond de verre, c'est les demi-finales de conf. Hein. Comme les Bulls, j'ai du mal à voir cette équipe progresser. Alors peut-être que l'impact de Nick Nurse, qui
fait progresser ses équipes et ses joueurs. On l'a vu bien sûr avec Toronto, le titre en 2019. Il y a quand même eu des choses de mise en place. Si ça prend avec le coach, ça va. Ouais. Mais bon, Embiid, MVP en playoff, ça suffit pas à faire passer des tours. Harden qui boude, c'est pas le petit Tyrese Maxey qui va aider à tout ça. Et Kelly Oubre, on peut redire un peu. Ouais, mais voilà, Kelly Oubre, moi je trouve que c'est une belle pioche. C'est quand même un bon scoreur. Hein. C'est quand même qu'au niveau offensif, ils ont quand même récupéré quelqu'un. Je trouve que c'était une équipe l'année dernière qui avait un peu du mal au niveau défensif. Hein. Ouais. On peut dire James Harden, hein, c'est transparent. Par contre, là, avec Beverly qui vient, déjà, ça peut permettre d'emmener une certaine hargne dans cet effectif. Une identité peut-être aussi. Voilà. Ouais. Et Mobamba, tout ça, c'est sympa aussi. Et après, voilà, je reviens sur le Kelly Oubre. Moi, pour moi, je trouve que c'est une petite pièce qui peut apporter un plus. Un joueur vétéran maintenant, Kelly Oubre, même s'il a beaucoup bougé, il connaît un peu la ligue, il peut forcément remplir. Il a de l'expérience. Il peut remplir quelques bonnes. Il y a Danny Green aussi qui revient en parlant d'expérience. Danny Green, il est un peu sur la fin. Danny Green, sur la jante, hein, le pauvre. Champion NBA avec les Spurs. Pour ça, je ne l'ai pas nommé. Champion NBA avec les Spurs, Danny Green, grand shooter. Et les Raptors. Et les Raptors. Pardon. Merci pour le complément d'information. On passe au gros morceau. Ouais. Allez, on y va. Allez. Les favoris, on va remontrer le tableau, on va redemander à Lucien. Mais deux se dégagent, hein, on peut déjà en parler. Les Bucks et les Celtics avec du très 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 gros recrutement. On va s'arrêter sur ces deux franchises, si vous le voulez bien. On peut. On commence par les Bucks. C'était l'info de la semaine passée, si vous avez suivi l'arrivée de Damian Lillard qui souhaitait arriver plutôt au Heat, mais bon bref, il arrive quand même aux Bucks. Damian Lillard, pour ceux qui suivent la NBA, c'était aussi exprimé sur les capacités de Giannis et que s'il fallait qu'il choisisse un joueur en NBA, c'était Giannis. Donc voilà, tout est logique finalement. Drew Holiday est évincé et Damian Lillard arrive. Restons déjà sur cette arrivée. Est-ce qu'avec Damian Lillard dans l'effectif des Bucks, ça fait des Bucks une meilleure équipe que l'équipe où était composé Drew Holiday et consorts? Dites-moi. Oui. Moi, je pense, oui. Enfin, c'est... Parce que c'est... je sais pas. Après, alors, si on doit faire une comparaison entre Drew et Damian, justement... Non. Pour moi, impossible. Tu gagnes offensivement, tu perds défensivement. Donc, éventuellement, si on doit regarder juste sur ça. Mais sinon, après, quelle équipe peut défendre face à Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo? Pick and roll, c'est quasiment impossible à défendre. Tu switches, dans tous les cas, on libère le ballon à Giannis et hop, tu fais prise à deux sur le pick and roll sur Giannis, tu switches pas, tu laisses, effectivement. Tu vas laisser Lillard, il enchaîne, c'est une gâchette. Okay. Donc, et en plus, après, pour les fins de match, pour moi... Avant, on avait un peu de mal, justement, les Bucks avaient un peu de mal, justement, sur les fins de match, à trouver le shooter, justement, sur les fins de match. Alors que là, avec Damian Lillard, le Dame Time, on l'a tout trouvé. Hein. Donc, les derniers ballons pour gagner un match, etc., le dernier shoot, on l'a tout trouvé. Hein. C'était clairement leur problème. Déjà, les attaques sur demi-terrain, justement, marquer des points sur demi-terrain, parce qu'en transition, on connaît qu'Yanis, il fait 3 pas, il traverse le terrain. Mais l'apport de Lillard, ça va combler un manque chez eux. Et on l'a clairement vu encore en play-off. Donc, à ce niveau-là, clairement, c'est une plus-value. Après, ils ne vont pas perdre toute leur défense, parce que Drew Holiday, même si c'est le meilleur arrière défenseur de la Ligue, clairement... C'est ça dont je voulais parler. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même, évidemment, Yanis, qui a été meilleur défenseur de l'année, je crois, en 2020. Et Brook Lopez, qui a énormément progressé dans ce secteur et qui est dans les finalistes pour le meilleur défenseur de l'année. Donc tu as déjà des défenseurs identifiés. Je trouve, ouais. Donc tu pouvais te dire j'en lâche un pour avoir une arme offensive un peu plus importante. Et oui, combien plus importante. Donc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a Cameron Payne aussi qui arrive. Oui. Et c'est un super backup à Damian Lillard. Défensif ou pas? Ce qu'ils n'avaient pas avant avec Drew Holiday. Ils n'avaient pas de backup. Donc, pour moi, c'est une équipe qui s'est énormément renforcée et qui est, pour moi, favori. Je vais mettre un petit bémol. Je vais mettre un léger bémol parce que la profondeur, mais surtout le travail de Drew, était un travail de meneur d'hommes et de meneur d'équipe, à la fois dans la manière dont il pouvait justement contrôler le tempo et donner les ballons
alimenté, on n'a pas parlé quand même du shooter dont j'ai plus le nom. Chris Middleton. Qui fait qu'une trentaine de matchs la saison dernière, bon, on déjà, a tendance à l'oublier. Mais du coup, voilà, l'idée c'était d'alimenter un petit peu les deux. Et je trouvais que Jrue Holiday faisait très bien son travail et en défendant dur. Ouais. Là, on perd de la défense et on perd peut-être un meneur, parce que Damien va shooter. Ouais. Est-ce qu'il va donner les ballons comme il faut? Il va le faire. Hein. Oui. Mais il est peut-être un peu moins référencé là-dessus. C'est juste sur ça que je me posais un peu la question. Par contre, effectivement, sur l'arsenal offensif, et j'en finirai là-dessus, quand on arrête Giannis sur du demi-terrain et qu'il faut trouver à l'opposé un shooter et que c'est Damian Lillard, ça va. Money in the bank. Hein, et Middleton, Chris Middleton, il ne faut pas l'oublier. Même si la saison dernière a été une saison très mitigée, parce que justement, il fait qu'une trentaine de matchs, mais si cette année, il est un peu épargné par les blessures, il arrive justement à faire une grosse majorité des matchs et à performer, parce que ça reste un joueur, normalement, à 20 points de moyenne par match. Moi, je vois pas... et c'est un gros défenseur aussi. Oui, clairement. Donc, OK, on perd Jrue, mais finalement, on a quand même... on récupère Cameron Payne, on récupère Lillard, et on garde quand même bon recrutement, bel été pour les Bucks. C'est une des limites aussi. On parle des blessures, il y a l'âge aussi. Parce que donc, l'an prochain, donc Lillard, il aura 34. C'est ça. Brook Lopez 35, ou 36, Middleton pareil. Et la fenêtre, elle est pas grande, quoi. C'est un peu, c'est tout ou rien maintenant, quoi. Posons cette question-là. Effectivement, Giannis Antetokounmpo arrive déjà en fin de contrat. Ouais. Est-ce que l'arrivée de Damian Lillard, qui est un joueur vétéran mais très fort joueur, on ne remet pas ça en question, peut suffire à un peu à la Warriors, c'est-à-dire à consolider un petit peu un groupe de joueurs âgés mais ultra expérimentés et performants pour continuer justement avec cette génération, où c'est une saison un peu de one and done, c'est-à-dire que titre NBA et sinon Giannis peut-être peut aller voir ailleurs. Tout va dépendre des résultats, tout va dépendre de la manière dont cette saison va se dérouler. S'il arrive justement parce qu'il l'a dit de toute façon, Giannis, lui il est très loyal, mais avant la loyauté c'est la gagne. Donc il est omnubilé par la gagne. S'il voit qu'il ne peut pas gagner avec cette équipe-là, qu'il y a des blessés, que ce n'est pas suffisant en Lillard, là, c'est pas sûr qu'il re-signe à 100%, loin de là même. On a une déclaration de Giannis qui s'affiche, très récente au niveau de... C'était lors du Media Day, je vous laisse lire, je ne vois pas très bien de près, mais effectivement Giannis a l'air quand même d'être très intéressé par le projet des Bucks. Et pour le coup, je pense que si ça se passe bien, on verra encore Giannis peut-être encore les saisons prochaines. Hein. Je suis du même avis que Paul. Hein. Pour moi, c'est le début de saison qui va déterminer, voire même la première moitié de saison qui va déterminer si Giannis peut se mettre dans l'esprit de prolonger ou pas chez les Bucks. Après, si c'est quelqu'un, comme il dit, fidèle, l'argent, c'est pas son objectif premier. Donc s'il voit que cette année, il y a une possibilité, il touche peut-être, même si on les met favoris, gros favoris, mais ils atteignent peut-être les finales et ils ne la gagnent pas. Ils peuvent se dire une année supplémentaire, même s'ils ont tous un an de plus, avec l'expérience, 2-3 petites touches encore pendant l'été, ça peut... Et je pense que Lillard c'est vraiment l'effectif, et Giannis, ça peut être aussi une possibilité pour qu'il prolonge justement. Je pense que tout est réuni. Alors, avant de parler de titre, on va parler de finale de conférence, et donc il va falloir s'opposer à une équipe, une autre équipe qui joue en vert, du côté du nord-est, exactement, du nord-est, nord-nord-est d'ailleurs, des États-Unis. Les Boston Celtics sont très hype, puisque le recrutement a été dingue. Porzingis, on le savait, qui a été blessé, mais qui apparemment est capable là, déjà de pouvoir être sur le terrain. Donc vous voyez les arrivées, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, donc le laiton en provenance des Wizards. Et les départs, il y a Marcus Smart quand même, on va en parler des départs. Hein. Marcus Smart, Grant Williams, Malcolm Brogdon et Robert Williams. C'est quand même beaucoup. Rajoutons la grosse extension de contrat. Ou la prolongation, non c'est pas une prolongation, c'est un nouveau contrat d'ailleurs. Gigantesque. Voilà, un truc à 300 quasiment millions là, un record historique. Des records. Un mot déjà sur les départs, les arrivées on l'a dit, on va les commenter, mais les départs comme quand on perd Marcus Smart qui est une âme défensive. L'âme de l'équipe. Même l'âme de l'équipe, quand on perd Brogdon et Grant Williams qui étaient plus que des... Et Robert. Voilà, plus que des joueurs importants.
Qu'est-ce que ça dit quand même de la profondeur de l'effectif? Ils ont Ouais, perdu. De toute perdu façon, quand tu te renforces comme ça, tu regardes tous les contenders, tu perds forcément de la profondeur. C'est obligé. Il y a pas, vu le système NBA avec les salary cap, tu es obligé de perdre en profondeur. Après, tu peux ajuster. Ils ont encore des tours de draft pour ajuster d'ici le début de la saison ou avant décembre. Mais c'est vrai que tu dis donc l'âme de l'équipe défensivement, Marcus Smart. Tu as aussi Grant Williams, c'est celui qui défendait le mieux sur Giannis. Exactement. Voilà. Donc, Très bon défenseur. Ils perdent ça. Robert Williams, un gros prospect qui a 26 ans, mais trop souvent blessé. Ouais. Donc, est-ce qu'il pouvait lui consacrer du temps? Je ne suis pas sûr. Et peut-être un futur contrat qu'il aurait demandé. Voilà, donc, et qui sont quand même assez limités maintenant sur les bons contrats. Donc oui, ils ont beaucoup perdu en profondeur, mais ils sont pas loin d'avoir le meilleur 5 de la Ligue. Il est là, le meilleur 5 de la Ligue. Voilà. Ça fait Mais peur. a priori, ça serait plutôt... ça pourrait être Derrick White, Drew Holiday derrière, et Porzingis en 5 et Horford en sortie de banc. Et ça a été évoqué aussi, donc ça c'est... D'accord, c'est deux il va falloir possibilités, surveiller les matchs de pré-saison, ça va être justement fait pour tester un petit peu, mais quand on voit ces 5-là, on se dit qu'on peut jouer, on peut tirer, on peut défendre. Pour moi, Donc, c'est le meilleur 5. C'est Ouais. le meilleur 5 pour moi de la NBA. Hein. Faire mieux que ça, c'est compliqué. Franchement. Meilleur 5 de la NBA, très Pour moi, belle je suis question. là, je suis Pour moi, d'accord c'est le avec meilleur vous. 5 de la NBA. Par contre, voilà, ils ont perdu en banc. Ouais. Sur la rotation, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Donc oui, si on doit rester sur le roster, c'est magnifique. Ok. Si on doit regarder la profondeur de l'effectif, je pense que ils se sont limités. Ils ont une base plus jeune quand Et- même que les Bucks. Et il ne faut pas oublier que Porzingis, à l'image d'Anthony Davis aux Lakers, c'est un joueur très fragile physiquement. Il n'a pas participé au championnat du monde parce qu'il était blessé. Ouais. Donc là, apparemment, il est présent pour le début de saison, pour la pré-saison, mais voilà, c'est un mec, c'est un joueur qui, il peut être blessé à n'importe quel moment, il peut faire que 30 matchs, donc finalement... Bon, disons-le clairement, tout ça pour franchise pas grand-chose. historique, les Celtics, 17 titres. À égalité. À égalité avec les Lakers, donc C'est le record préciser. all-time. Un homme des Lakers, hein. On a senti qu'il fallait mettre les Lakers dans la discussion. Donc il y a C'est pas qu'en de- semaine y a pas de prochaine, souci. conférence Ouest. Voilà. Ouais, c'est on va en ça. parler des Lakers de LeBron, qui est toujours un joueur NBA incroyable. Bref, ne digressons pas. Tout autre résultat qu'une finale, voire un titre NBA pour les Celtics, serait-il un échec? Oui, déjà cette année, ça a été un échec. La saison dernière a été un échec. Donc, oui, si cette saison, avec un tel 5 majeur, voilà, ok, ils peuvent encore faire des ajustements, comme Paul disait, ils ont des tours de draft, donc ils peuvent encore faire des ajustements. Oui, s'ils n'atteignent pas la finale, au moins la finale, c'est un échec. C'est quand même 3 finales de conf, dont une finale NBA sur les 4 dernières années, les Celtics. Ils sont habitués à Donc le ce step niveau. d'après, Normalement, c'est la finale ou le titre, mais il y a une telle... Pour moi, là, c'est vraiment une lutte à deux, quoi. Donc, tout le monde attend la finale Bucks-Celtics, mais on a vu que le sport n'est pas... n'est pas une science exacte, Exactement. effectivement. Bon, la saison reprend le 24 octobre prochain. Ces équipes, vous allez forcément les surveiller, voir un petit peu leur évolution. Et puis nous, on se fera bien sûr un checkpoint. Et aussi surveiller Joe Mazzulla, le coach, deuxième saison. Lui aussi est sous pression, parce que là, il a quand même du matériel et il n'a pas intérêt à se rater, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Alors, pour les Bucks. c'est une réflexion intéressante. Restons sur le Joe Mazzulla, qui avait été adoubé, puis ensuite un peu, on va dire, remis en question. Là, il a quand même une Ferrari entre les mains avec des joueurs incroyables. Est-ce qu'il va pouvoir les driver jusqu'au titre, quoi? Il y avait son temps mort qu'il n'avait pas pris à temps dans les playoffs. On s'en souvient, ça avait fait polémique. Ça reste un jeune coach, donc lui aussi, il va être mis à l'épreuve. Et je ne pense pas qu'il soit sous la menace tout de suite. Brad Stevens va quand même lui laisser un peu de temps. Mais bon, il ne va pas falloir tout traîner en route, à mon avis. Bon, à observer effectivement ces coachs, ces nouveaux coachs. Il y a eu, c'est vrai, en plus cet été, et même un petit peu même en fin de saison, déjà un jeu de chaises musicales. On va enchaîner, messieurs, on va parler des Français. On va se faire un bon petit focus, puisque les Français hype de la conférence Est vont démarrer dans quelques jours. Allez, focus sur nos Français. Quelle saison
espérer pour chacun d'entre eux. Ils sont dans des positions différentes. Certains lancent leur carrière NBA, d'autres sont des vétérans, d'autres ont encore des choses à prouver. Plusieurs moves aussi, puisque Frank Ntilikina, par exemple, est arrivé du côté des Hornets. Voilà le tableau qui s'affiche. Donc Evan Fournier est toujours un joueur de New York. Frank Ntilikina arrive donc du côté des Hornets. Killian Hayes, toujours aux Pistons au moment où on se parle. Théo Malédon, toujours également aux Hornets. Donc on aura 2 Français cette année. En two-way, Malédon. Two-way Malédon, effectivement. Donc un contrat qui va lui faire la navette entre la G-League et la NBA. Puis donc Bilal Coulibaly, drafté cet été par Indiana, échangé du côté de Washington dans la foulée. 7e position pour Bilal, notre Frenchie, chouchou, parce qu'il a joué ici, là, à quelques mètres. Incroyable de le voir en NBA maintenant, alors qu'il y a 2 saisons, il était en espoir. Ouais. Non, il y a moins d'un an, il était en espoir. Moins d'un an, il était en espoir, j'en reviens pas. Donc, 2 salles, 2 ambiances. On va s'arrêter sur peut-être le cas Bilal Coulibaly pour commencer. C'est un peu la surprise de cette draft, même si effectivement il a travaillé dur pour en être là où il en est aujourd'hui. Donc c'est un joueur NBA. J'ai vu d'ailleurs une annonce dans les médias qui disait qu'il ne pouvait même pas se balader dans Washington parce qu'il n'avait pas son permis. C'est un peu plus compliqué de prendre le métro là-bas qu'ici, comme il avait l'habitude de le faire ici. Il a un nom maintenant, Bilal. Quelle saison attendre de Bilal Coulibaly? Est-ce qu'il faut le responsabiliser, starter ou pas? Ça doit sortir du banc. Dites-nous. Moi, c'est ma plus grosse attente. Sur les Français en NBA, c'est ma plus grosse attente. C'est Bilal Coulibaly. Je le trouve extraordinaire, ce joueur. Comme on disait il y a 2 ans, il était en espoir. En début de saison dernière, il était sur le banc, il était au fond du banc. C'est un joueur hyper intelligent, qui comprend très vite, qui applique très vite, qui a des grosses qualités défensives, offensives, dur sur l'homme. Enfin, pour moi, il a tellement de qualités qu'il doit jouer. Il ne peut que réussir. Quand on peut se poser des questions sur certains joueurs qui rentrent dans la draft, etc. Lui, franchement, j'ai vraiment aucun doute. Et j'espère, au fond de moi, j'espère que justement, Washington lui donnera l'ensemble des clés pour exploser son talent. Exploser, et le voir justement au JO 2024. Voilà. Parce que je pense que c'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup pour les JO, mais je pense qu'il y sera. Il y sera. Pareil, même question pour toi, Paul. Oui, je rejoins Rudy, on a tous hâte, on a envie de le voir. Alors même temps de jeu assuré, starter, ça va dépendre parce que donc quand même, ça évoquait du côté de Washington un possible envoi en G-League, donc il pourrait faire des allers-retours. Alors sacrilège, moi aussi j'étais... Un 7e de draft ferait des allers-retours en G-League. Voilà, parce qu'il est quand même très jeune, ils ont eu de cesse de rappeler son jeune âge, son inexpérience et tout, donc à voir. Mais non, après il peut mettre tout le monde d'accord dès la pré-saison. D'ailleurs, il avait été très bon en Summer League. Ce qui est intéressant, c'est que Jordan Poole l'a pris sous son aile. Il a déplacé son casier pour être à côté de lui. La Poole et l'aile, c'était fait exprès ou pas? Non, ok, bravo. Pas mal. Non, c'était complètement involontaire. Et donc après, est-ce que Jordan Poole est un bon mentor? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe jeune, presque excitante. Il y a Kuzma aussi. On sent que Kuzma et Poole s'entendent bien. Donc lui peut être le petit jeune derrière. Il y a quelque chose à faire, quoi. C'est un début de projet. C'est-à-dire que le projet Washington est en reconstruction. Porzingis parti. Donc effectivement, il y a peut-être des places à prendre et pourquoi pas voir Bilal Coulibaly s'imposer. Je pense qu'il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment. Et puis si on se rappelle, même si le contexte est différent, mais Levallois, il s'est imposé. Quand il y a eu blessure et que Vincent Collet s'est retourné pour voir qui il pouvait faire jouer, il l'a mis et puis il a grappillé jusqu'à faire des finales incroyables. Donc pourquoi ne pas continuer? Exactement. Quand on voit ce qu'il a pu produire en Pro A, justement, à chaque fois qu'on a pu faire appel à lui, en tout cas que Vincent Collet a pu faire appel à lui, je ne vois pas en quoi il pourrait justement stagner et bloquer en NBA avec justement son QI basket. Je trouve que c'est pour moi c'est le joueur avec lequel j'ai le moins de doutes. Ok, bon, affaire à il travaille son shoot aussi, là. Apparemment, il travaille beaucoup son shoot, donc s'il a ça en plus... ouais. Voilà. Joueur intelligent, capable de tirer, en général, en NBA, on aime bien. Il a vraiment tout pour lui. Croise les doigts, en tout cas. Bon, affaire à suivre pour Bilal. Tu parlais des JO. On sait que l'équipe de France... c'est pas bien passé cet été, il y a peut-être besoin de réinjecter du neuf. Est-ce que Bilal peut être un prétendant? C'est une autre question qu'on ne va pas ouvrir dès maintenant, mais on lui souhaite effectivement d'être dans la discussion, Bilal. Le sélectionneur le connaît un peu, en tout cas. C'est l'avantage. C'est l'avantage, effectivement. On continue, on remonte. Bilal, donc première saison NBA qui va commencer, on lui souhaite bien sûr le meilleur. On va discuter de Killian Hayes.
Ouais. Donc le précédent 7e drafté à la draft, avant donc Bilal Koulibaly. Toujours au moment où on se parle, un arrière des 3 Pistons, 4e saison, si je ne dis pas de bêtises. Un des 20 meneurs des Pistons. Exactement, il y a beaucoup de monde sur le poste. Ils ont drafté des Cade Cunningham, il y a eu beaucoup de monde après sa draft. Nouveau coach, Monty Williams. Est-ce qu'on fait toujours confiance à Killian Hayes? Et est-ce que c'est pas la saison pour asseoir son statut NBA, lancer sa carrière et peut-être prétendre aussi à un poste pour les Jeux de Paris? Ça fait beaucoup. Là, il est vraiment à la croisée des chemins parce que je crois qu'ils ont jusqu'au 17 octobre pour prolonger parce que c'est sa dernière année de contrat. Ouais. Donc là, on va vite savoir. Et il y a tellement de meneurs, ils en ont encore recruté. Ils en ont drafté un en plus. Enfin, je veux dire, là, il est 5e meneur. Donc, je ne vois pas d'avenir. Surtout que, bon, là, c'est la saison dernière, même s'il réussit, je crois qu'il est à 10 points s'il passe, mais à 28% à 3 points et 37% au tir. Donc, s'il améliore pas ça, ça va être très, très compliqué de rester en NBA, ou en tout cas avec un rôle comme il le souhaiterait, quoi. Donc, avant de parler de JO, déjà, on va voir où il rebondit, mais j'avoue que là, je suis curieux de voir comment ça va. Pour toi, c'est cuit, le fait qu'ils aient drafté et qu'il y ait autant d'arrières sur le poste, ça dit déjà qu'on ne compte pas sur lui, quoi. Et surtout entre Ivy et Cunningham, et en plus c'est des grosses responsabilités, c'est des joueurs draftés haut, donc bon, lui aussi avait été drafté haut, mais là j'ai l'impression qu'ils sont passés à autre chose, hein. Enfin on va vite le savoir. Bon, quel spot pour le message va dans ce sens. Ouais. Quand tu draftes encore un meneur alors que tu en as déjà 3-4 dans ton effectif et en plus tu trades encore un autre meneur, donc Monte Morris, qui, à un moment donné, il faut faire jouer les mecs. Il faut être réaliste, hein. Il faut juste se dire, est-ce que tu vas avoir des minutes, hein. Et il a eu ses minutes en plus, il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Et bon, il l'a pas saisi. Donc il faut voir si on va lui laisser une deuxième chance. Il y a rarement une deuxième chance en NBA. Bon, d'abord la saison NBA à valider et ensuite les JO. Voilà, même si on a vu qu'on peut ne pas jouer en club et jouer une compétition internationale, ça peut aussi arriver. Tout à fait. Transition parfaite. Il y a des choses. Transition parfaite, oui. On va quand même parler de notre ami Frank Ntilikina. Allez, allons d'abord sur Frank. Qui était à Dallas, petit contrat, qui arrive du côté des Hornets, petit contrat également, je crois qu'il y a une année. C'est ça, c'est une année, c'est sûr, au minimum d'ailleurs. Oui, au minimum. On se posait la question déjà à Dallas, savoir si c'était la dernière chance. Bon, apparemment non. Son agent Olivier Mazet fait du très bon travail. Il lui a trouvé donc un spot du côté des Hornets. Théo Malédon va faire la navette. Lamelo Ball sur les postes arrière. Denis Smith Jr. Qui est parti. Donc en fait, il remplacerait Denis Smith. D'accord, Jr. Ok. Donc je trouve qu'il a une carte à jouer sur ce poste de meneur vraiment. Axé sur la défense, hein, on le connaît. Alors on l'a vu en pré-saison avec l'équipe de France, Paul, et je te laisse reprendre, équilibrer un peu les équipes. Et c'est vrai que c'est un joueur qui peut-être fait pas beaucoup de stats, mais quand il est là, il assume ses responsabilités, souvent très très propres. On ne le voit pas faire ça en NBA parce qu'il n'a pas l'opportunité de le faire. Il n'a pas les tickets de shoot. Est-ce que Charlotte, c'est le bon spot pour ça ? Je l'espère en tout cas, je l'espère pour lui, mais il y a vraiment, je trouve que là contrairement à Killian Hayes, là il y a la place de s'imposer, quoi. Enfin, en tout cas, évidemment, en doublure de Lamelo Ball, il peut gratter une bonne vingtaine de minutes par match, quoi. Regardons un peu les arrivées et les départs du côté des Hornets. Miles Bridges, fin de suspension, Frank Ntilikina, et ensuite Kelly Oubre, on en a parlé tout à l'heure, Dennis Smith Jr., effectivement, et puis Zvi. Si on peut m'aider. Mikhailuk. Merci, en plus, imprononçable. Donc, magnifique. Merci, un messieurs. Ukrainien. Voilà. Bon, sur les postes arrière, on n'a pas forcément les références là, mais on confirme peut-être, Rudy, Franck, là, go, il y a de la place, faut jouer. Oui. Moi, je suis du même avis que Paul. Pour moi, en tout cas, c'est l'année ou jamais. Ok. Je pense qu'il arrive dans une équipe qui est... C'est encore l'année ou jamais, parce que Dallas, c'était déjà... Oui, mais c'est ça. Je crois qu'avec Franck, on est toujours... On a tellement d'espoir, on met tellement d'espoir en lui que à chaque fois, on se dit c'est l'année ou jamais. Mais je pense que cette année, c'est vraiment l'année ou jamais. Il arrive dans un effectif où, comme on dit, il peut y trouver sa place. Il y a du shooter. Il y a Rosier aussi à l'arrière même. Mais après il y a du shooter, il y a des joueurs offensifs, donc quand lui il sera sur le parquet, c'est pas ce qu'on va lui demander. Par contre, ils ont justement un peu de déficit, je trouve, au niveau défensif. Donc finalement, dans leur rotation, c'est ce que j'allais dire. Je pense que complémentarité avec Lamelo Ball. Voilà, exactement. Il peut trouver quand même une certaine, être un peu plus évidente, un rôle, son rôle. Ok.
dans lequel il est très bon, c'est-à-dire un rôle de l'ombre, et donc défendre, voilà, faire en sorte que, voilà, de pallier justement les manques de certains joueurs de l'équipe. Faire le travail de l'ombre, comme il sait le faire. Hein. C'est ça, exactement. Bon, on va souhaiter à Franck effectivement une très belle saison et qu'il s'impose dans cette nouvelle franchise pour espérer continuer une carrière NBA et puis ensuite les jeux, on en parlera enfin, un petit focus Jeux Olympiques avec tous ces joueurs, c'est important. Dernier Français qu'on voulait évoquer. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Dans cette conférence, Evan Fournier, toujours un joueur des Knicks. Vous avez suivi l'été d'Evan avec des déclarations plus ou moins cachées sur son envie de partir. Donc soit les Spurs, soit pas continuer, bref. Donc il a dit ouvertement, je serais surpris si j'étais encore un joueur des Knicks à la rentrée. Il est toujours un joueur des Knicks. Il est en plein training camp avec les Knicks. Donc Evan, très pro, on l'a vu d'ailleurs son été avec l'équipe de France et individuellement, il a essayé de faire ce qu'il a pu, il s'est pas caché en tout cas. Il est encore un joueur des Knicks. Tom Thibodeau est sorti dans la presse aussi récemment en disant que, en répondant justement au petit pic d'Evan, que depuis qu'il avait sorti Evan de la rotation, ça se passait plutôt bien pour les Knicks, donc play-off pour les Knicks, et puis toutes les constantes étaient plutôt positives, le rating offensif, défensif, etc. Donc, Evan, voilà. En gros, j'ai fait le bon choix et j'ai beaucoup de respect pour toi, mais j'ai fait le bon choix. Qu'est-ce qu'on pense d'ailleurs de cette réponse de Tom Thibodeau? Est-ce qu'on ne part pas un peu au clash là maintenant là? Il l'a dit poliment, quand même, ça on peut lui reconnaître ça, mais c'est très dur, mais en même temps c'est malheureusement factuel. Là, c'est même pas un jugement. Quoi. Ce qu'il dit, c'est des faits. Quoi. Ouais. Depuis quand il a plus joué, les Knicks étaient à 37-22. Quoi. Après, le fait de le traiter ainsi, comme on le dit, la NBA, c'est un business, ils le savent, mais c'est vrai que c'est très dur. Et je pense que le fait de s'être épanché dans la presse, notamment chez notre ami Yann O'Donnell de l'équipe. De l'équipe, oui, tout à fait. Ça n'a pas dû jouer en sa faveur. Je pense que les dirigeants new-yorkais n'ont pas dû apprécier, mais je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses à son cas. Parce qu'il est sur 19 millions à l'année. Ouais, je crois que c'est fin de contrat en 2025. Oui. Donc après, ça fait un atout pour eux. Je pense qu'ils attendent le bon moment, le bon échange, peut-être un contender qui aura besoin d'un shooter à 3 points. Mais en tout cas, ils ne sont absolument pas pressés de le transférer. Et peu importe ses déclarations, j'ai l'impression que ça leur passe complètement au-dessus. Bon. Les équipes NBA savent faire mettre entre guillemets les joueurs au placard. On se pose toujours la question de savoir comment on les gère quand même, les gros contrats qu'on ne fait pas jouer. On n'est pas dans les vestiaires, donc on ne sait pas, mais on aimerait quand même qu'Evan puisse trouver un point de chute. Faites pour lui. Est-ce qu'il est encore au Knicks? Une question un peu difficile à poser, mais on va se la poser. Parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'opportunité, on ne l'a pas entendu de discussion, de transfert. Il a fait partie d'aucune discussion, d'aucun trade, rien du tout. Aucune rumeur. Aucune rumeur, rien. C'est peut-être ça un peu limite le plus inquiétant, non? Parce que les Knicks n'ont pas voulu aussi le faire rentrer dans ces discussions, ce qui est un peu bizarre vu qu'il ne joue pas. Non, mais après les équipes peuvent venir frapper à la porte, quoi. Je veux dire, il y a un shooter. Il faut croire qu'il n'y a aucune équipe qui est venue frapper. Ouais. Donc après, quand on voit que Frank Ntilikina arrive quand même à trouver un point de chute... Non, c'est pas les mês contrats. C'est ça qui bloque. Oui, bien sûr. Caser 1 million et caser 19. Bien sûr, c'est pas les mêmes contrats, mais après, on a tous des agents. À un moment donné, il faut travailler aussi dans l'ombre et peut-être aussi aller gratter aux portes des franchises et se proposer. Evan a quand même fait un gros championnat du monde, même si la France n'a pas performé. Il a essayé de rester lui-même, de prendre ses responsabilités. Voilà. En tout cas, il a maintenu son rang. Donc il a montré que quand même ça restait un joueur de basket en ayant joué qu'une vingtaine ou une trentaine de matchs. Question là, on se projette avec Evan quand même. On l'a vu ne pas jouer et faire une Coupe du Monde intéressante. Là, s'il ne joue pas une deuxième saison, est-ce qu'on ne lui souhaite pas? Les JO arrivent. 2 ans sans jouer, ça va être compliqué. Même si la préparation, tu rattrapes beaucoup de choses, tu ne peux pas rattraper le temps de jeu, les matchs officiels, c'est compliqué. Mais bon, on a déjà vu des choses plus étonnantes que ça encore. Ouais. Donc pourquoi pas? Ça reste un des piliers de cette équipe. Il y a du monde qui frappe aussi. Il y a du monde qui frappe à la porte. Oui, bien sûr. Donc, on parlait de Killian Hayes, Franck. Est-ce qu'il y a des risques? En gros, ma question, c'est sur son statut en équipe de France, quoi. C'est ça. S'il ne joue pas de la saison, ça va être il sera peut-être dans le groupe quand même. Je ne sais pas comment Collet veut le gérer, mais ça reste un des hommes de base de Vincent Collet. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais 100 ans de jeu, ça va être compliqué. Ce que disait Ali Traoré, d'ailleurs, récemment, dans une interview. Salut Ali. Un peu piquante vis-à-vis mais qui est là encore factuelle. C'est vrai que c'est compliqué d'être le leader de l'équipe sans avoir joué de l'année, même si c'est fort bien affranchi de ce rôle durant le mondial. Mais bon, 2 saisons blanches, ça me paraît compliqué quand même.
Bon, affaire à suivre encore une fois, on va suivre la saison des Français et d'Evan Fournier. Voilà ce qu'on voulait se dire pour les previews de la conférence Est. On tease, hein, pour ceux qui nous suivent dans ta télé ou sur YouTube ou sur Twitch, on parlera de la conférence Ouest la semaine prochaine. Et il y a du lourd hein, quand on parle de conférence Ouest avec un alien qui arrive. On va continuer un petit peu à discuter ensemble, mais surtout vous montrer aussi une nouvelle tête, puisque un certain Olivier d'Almeida, que certains peuvent connaître comme photographe, fait également des petites interviews. Il va en faire pour Hype cette année et il est déjà allé à la rencontre d'un certain agent Bouna Ndiaye et également Hugo Besson. On se montre un petit extrait et puis on revient en plateau ensuite. Est-ce que tu te rappelles de comment c'était quand tu avais 18 ans et maintenant comment c'est? Ah oui, je me rappelle. Hein. T'as peur. T'as peur? Ouais. En fait, peur de l'inconnu, peur de la nouveauté, peur de... En tout cas, pour ma part, hein, tu vois. C'était vraiment ce sentiment-là et d'insécurité aussi. Le fait de devoir prouver, le fait de devoir y arriver, parce que tu es jeune, il y a des espoirs qui sont placés sur toi, toi aussi tu places tes propres espoirs en toi, et en fait, tu es dans l'incertitude totale. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Au début, c'était dur. En prépa, j'ai été nul. À Levallois? Ah ouais, genre là, les matchs de prépa, j'étais nul, genre j'étais pas... Ah, le Portel et tout ça, je sais pas quoi? Bah, je sais plus ce qu'on avait fait, on avait fait un tournoi Deux matchs, on avait fait un tournoi à Angers... Enfin, des trucs comme ça, et genre, j'étais pas moi, mais genre, dans ma tête, j'étais pas, tu vois, genre, j'étais toujours pas bloqué sur ce qui s'était passé. Ah ouais, genre. Le fait de rentrer en France. Le truc, c'est que tu montes tellement haut, il se passe tellement de trucs que d'un coup, quand tout redescend, bah, genre, le basket, genre, c'était. J'y allais par obligation, tu vois, au début. Tu vas aller en NBA? Ok. Quand tu auras marqué 1 million de shoots, tu seras prêt pour y aller. En combien de temps tu vas marquer 1 million? Et là, la personne regarde et fait 1 million. 7 ans, 8 ans. Tu sais, en faisant le calcul, des fois ça prend du temps. Il y en a, ça va vite, d'autres, ça va très vite. Quand j'ai posé la question à un certain joueur récemment, il m'a dit, je peux le faire en 2 ans et demi. Comme ça. J'ai dit, wow. Comment t'as fait? T'as calculé avant? T'as un nom? Il me dit, son nom commence par W. Il avait le chiffre précis. Comme ça. Bam. Il m'a dit 2 ans et demi. W, qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Mystère. Westside. Exactement. On va en parler la semaine prochaine de Mister W. Victor Wembanyama sera hype la semaine prochaine. On va revenir aussi sur une actualité quand même de la conférence Est. Je tease un peu, mais Joel Embiid doit choisir la nation qu'il représentera au JO. Donc États-Unis, France ou Cameroun. Pour lui, il a 3 options. Hein. C'est un peu bizarre d'ailleurs de s'exprimer comme ça, mais on en discutera bien sûr. La décision interviendra le 10 octobre. Enfin, pour la France, ça se trouve, on sait qu'il n'aura pas en France, mais apparemment, il n'aura pas son choix. On verra. On verra. On va suivre ça. On va remercier Rudy d'avoir été hype avec nous. Un nouveau visage. On te reverra bien sûr régulièrement sur les ondes de hype. Merci d'avoir été là. Paul, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. On va remercier la communauté sur Twitch, sur YouTube et dans la télé de sport en France. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Hype. Ciao.